Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, qui est aussi présidente de l'Association française des maires. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Et je crois que vous êtes en colère aujourd'hui. On va parler finances des communes, on va parler gros sous. L'AFD, l'Agence française de développement, vient de publier son observatoire 2023 des communes. On en retient que les communes sont dans une situation difficile. On leur demande beaucoup, on leur demande peu, on leur donne peu. Est-ce que vous êtes d'accord globalement avec ce diagnostic qui a été fait par l'AFD ? Oui, je suis plutôt en phase. Vous savez, tous les ans, l'AFD vient nous présenter l'observatoire, c'est-à-dire qu'ils ont regardé pendant un an la situation des communes. Il ne faut pas oublier que l'AFD prête de l'argent aux communes et que son rôle est bien de contrôler et de regarder si les communes sont bien gérées. Donc oui. Globalement, qu'est-ce qu'on dit? D'ailleurs, je les ai entendus hier sur le magazine de l'économie, puisqu'ils étaient là à votre micro. La situation, elle n'est pas encore dramatique, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut faire extrêmement attention parce que les communes ont de moins en moins, effectivement, de moyens. Il y a des tas de dépenses qui leur sont imposées sans qu'elles aient leur mot à dire. Enfin, c'est ce que j'ai rappelé aussi quand ils sont venus en mairie présenter l'observatoire. Et donc, il faut faire très attention. C'est une situation qui concerne toutes les communes de Nouvelle-Calédonie, oui, parce qu'elles sont très différentes. Il y a les petites communes de Brousse, les communes des îles, il y a Nouméa, évidemment, les communes de l'agglomération. Elles ont toutes à peu près les mêmes problèmes, elles sont confrontées aux mêmes difficultés aujourd'hui? Les mêmes difficultés, qu'on soit une petite commune. Alors ça se joue sur un plan financier parce qu'il y a moins d'habitants, donc on perçoit moins. Les besoins ne sont pas du tout les mêmes comme la commune de Nouméa. Mais au fond, les problèmes, les problématiques des communes, elles sont exactement les mêmes qu'on soit une petite commune ou qu'on soit une grosse commune. Donc voilà, les maires ont les mains dans le cambouis tous les jours et ils savent mieux que personne comment gérer leur commune et les investissements qu'ils doivent faire. Alors, quand on fait des investissements, ça veut dire que quand on a envie de booster un petit peu la commune, on a des travaux d'assainissement, on a les voiries, etc. Il faut on soit au rendez-vous. Et ce sont les communes aujourd'hui qui sont les plus gros pourvoyeurs de travaux pour les entreprises calédoniennes. Et il ne faut pas oublier ça, parce que si on additionne toutes les communes, alors on dépasserait largement un certain nombre de collectivités. Et donc il faut nous donner les moyens. Nous, quand on se présente à une élection, on se présente comment? On dit, voilà mes projets pour l'aménagement de mon territoire. Et puis avec un bilan de ce qui a été fait, j'imagine, dans la... Oui, avec le bilan, mais pour les maires qui arrivent nouveaux, qui sont nouveaux, ils arrivent avec une vision de leur territoire qui peuvent différer du maire qui était là en exercice avant. Et donc, vous êtes bien obligé d'aller faire ce que vous avez proposé aux administrés. Et si vous n'avez pas l'argent pour le faire, alors votre responsabilité, elle sera de vous mettre devant les électeurs la prochaine fois et de dire « Ah j'ai pas pu ». Donc voilà, mais globalement, les communes sont bien gérées, elles font des efforts sur le fonctionnement, mais il faut pas altérer leurs finances parce qu'elles ne seront pas au rendez-vous des investissements que sont en droit d'attendre leurs administrés. Alors on sait que les communes ont l'impression d'être les oubliés, ou c'est une réalité qu'elles sont les oubliés des accords précédents. Les élus du Congrès semblent en tout cas s'intéresser à votre situation, puisqu'il y avait ce matin, vous en sortez, une commission plénière du Congrès. C'est une commission qui est à huis clos, qui se réunit sur un sujet particulier. Oui. Et là, justement, vous avez parlé de la situation des communes au travers notamment du rapport de l'AFD. Comment ça s'est passé? Je vais d'abord mettre un bémol à ce que vous venez de dire. Permettez-moi de vous dire que vous avez parlé d'oubliés de l'histoire. Alors les communes sont les oubliés de l'histoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait des propositions et concernant les finances des communes, sans que les communes aient été concertées. Et si j'étais au Congrès ce matin, et comme on a pu l'être ces derniers temps, c'est parce qu'à chaque fois, je suis obligé d'envoyer un courrier au nom de l'AFM. Mais voir aussi, ça nous est arrivé il y a 2 mois, avec les maires de la MNC de l'autre association, pour se faire entendre. Parce que les dispositions ou les propositions qui sont prises aujourd'hui et qui sont votées par les élus du Congrès se font sans concertation aucune avec les communes. Pourtant, au Congrès, il y a plusieurs élus, plusieurs conseillers qui sont maires également. Oui, alors il y a des maires du côté indépendantiste et puis il y en a très peu du côté loyaliste. Il y en a un qui s'appelle Alcide Ponga, mais c'est tout. C'est un peu regrettable d'ailleurs parce que quand les élus du Congrès ont à examiner
des propositions au nom du budget, etc., et qu'il peut y avoir des impacts forts sur les communes, alors il n'y a personne pour prendre le relais, ou si peu. Donc voilà, moi je ne suis pas en train de prêcher pour dire il faut que la gare soit au Congrès, c'est pas ça que je dis. Je dis les maires ne peuvent pas être les oubliés de l'histoire, ils le sont aujourd'hui, et donc on est obligé, eh bien, d'envoyer des courriers et demander à être reçus. C'est ce que j'ai fait ce matin, et enfin c'est quand même un sacré paradoxe, parce que je l'ai fait au nom de la FM, que je représente, les 11 communes de la FM, et je l'ai fait au nom de la MNC. Parce que nous avons eu des contacts avec les autres maires, et là, aucun d'entre eux ne pouvait venir, mais ils m'ont laissé carte blanche. Donc j'ai dit au Congrès, c'est quand même un peu fort, parce que je suis là, maire de Nouméa, présidente de l'AFM, et je viens aussi représenter les communes qui sont plutôt à tendance indépendantiste. Oui, c'est-à-dire que ça dépasse l'éclairage politique, quoi. Exactement, et c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de politique dans les mairies. C'est pas parce que vous avez une commune qui est indépendantiste qu'on doit la mettre de côté. Et voilà, on a tous les mêmes problèmes. Et donc, on doit tous ensemble aller défendre ces problèmes et nous faire entendre, qu'on soit indépendantiste ou pas. Voilà, parce que nos problèmes sont les mêmes. Il n'y a pas de couleur politique quand on a des problèmes dans les communes. Alors, notamment, les problèmes des communes aujourd'hui, c'est qu'on vous en demande de plus en plus, on le disait, avec des dépenses obligatoires qui sont en hausse. C'est quoi les secteurs concernés? Il y a l'énergie notamment, enfin il y a le projet de loi sur Enercal, mais il y en a d'autres. Mais rappelez-vous, ces derniers temps, on a eu quand même l'augmentation du point d'indice voulu par les fonctionnaires, qui n'ont réussi à obtenir que 1%. Et qui se reporte forcément aussi, sur le personnel communal. Mais oui, on a aussi la CLR, on a aussi l'intégration des contractuels. Donc rien que pour la commune de Nouméa, je parlais de ce que je sais là maintenant, c'est que ces dépenses imposées ont représenté 170 millions en plus dans notre fonctionnement pour l'année 2023. Et nous n'étions pas en année pleine. Ça veut dire que 2024, en année pleine, on va avoisiner les 200 millions, voire un peu plus. Donc ce sont des dépenses qui nous sont imposées parce que la situation financière, économique de la Nouvelle-Calédonie, la CLR, ça va pas. Les fonctionnaires revendiquent le point d'indice parce qu'en métropole, on leur a donné 3,5. Donc là, il leur en manque un petit peu, donc ils vont revenir au créneau. C'est l'intégration des contractuels. Enfin bref, c'est tout ça. Et donc, c'est l'enseignement privé aussi. Et donc, là, aujourd'hui, on s'aperçoit, par exemple, sur le sujet débattu ce matin pour Enercal, eh bien, on s'aperçoit que jusqu'à présent, ça nous était imposé, mais alors maintenant, on vient chercher dans les cagnottes des maires. Ça veut dire que là, maintenant, on est en train de nous assécher. Et donc, nous ne pourrons plus faire les travaux qui sont indispensables dans nos villes, dans nos villages, dans nos tribus. Concernant le problème d'Enercal précédent, vous en avez parlé ce matin, quelle est la donne? Il faut bien trouver une solution pour sauver cette société. Oui, alors là, je rappellerai quand même, et c'est ce que j'ai fait valoir ce matin au Congrès, que ça fait 13 ans. 13 ans qu'on n'a rien fait. 13 ans qu'on a laissé creuser le déficit d'Enercal pour arriver aujourd'hui à 14 milliards de dettes. Et donc, c'est quand même un peu fort de café, parce que le prix de l'électricité, ça ne dépend pas des communes. S'il fallait augmenter depuis 13 ans, on aurait dû prendre des dispositions pour le faire. Et donc aujourd'hui, on vient faire supporter aux communes le 14 milliards de dettes d'Enercal. Et donc là, aujourd'hui, il faut trouver 1 milliard à 2 milliards, parce que sinon, Enercal va être en cessation de paiement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, les communes, elles ont des contrats avec les concessionnaires, que ce soit EEC ou que ce soit Enercal. Et donc, à ce titre, ce sont des contrats qui sont dûment signés, quelque peu alors, des contrats qui peuvent être signés pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Mais ce sont des contrats signés avec des objectifs à la clé. Et donc, ça veut dire qu'en termes de redevances, de RODP, qui est la redevance d'occupation du domaine public, ce qui est tout à fait normal et ça se passe comme ça, on touche effectivement des redevances. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dit, ces redevances, elles sont plafonnées à 11%. Donc aujourd'hui, on veut les descendre à 2%. Si on prend la commune de Nouméa, c'est 555 millions en moins par an qu'on devrait subir. Mais je vais juste vous donner des chiffres quand même, là. Voilà. Sur l'IFU, par exemple, le maire de Nouméa va prendre la défense de l'IFU, de Koumak, de Kaala-Gomène, enfin bref. Mais je vais vous donner des chiffres quand même. L'IFU, c'est 21,6 millions de redevances. Elle passerait à 4,5 millions. Elle aurait une perte de 17 millions. Sur Koumak, c'est 18,4 millions qui perçoivent. Il passerait à 4,3 millions. 14 millions de pertes. Sur Gomène, de 6,6 à 1,4, et tout est comme ça. Ça veut dire que globalement, sur ces 5 communes qui font partie de la MNC,
et qui sont passés des concessions et des contrats avec EEC et non pas avec Enercal, eh bien, 76 millions au global de redevances, 13 millions, ça reviendrait à ce qu'elles ne perçoivent au lieu de 76, 13 millions. Donc vous voyez bien que là, il y a un problème. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit, mais d'un côté, on va vous enlever les redevances, on va vous les passer de 11 à 2%, mais en même temps, on va vous donner, vous les communes, la possibilité d'augmenter la taxe communale sur l'électricité. Voilà, ça vous donnerait des recettes supplémentaires. Et oui, sauf que la taxe communale sur l'électricité, le plafond est à 9%, et l'ensemble des communes est à 9%. Alors on dit, ah ben on va faire joli notre cœur, on va vous donner la possibilité d'augmenter la taxe, et on va la passer à 13%. Sauf que si vous faites la comparaison entre ce qu'on va perdre et ce qu'on pourrait gagner en augmentant la taxe sur l'électricité, 13%, ça n'est pas suffisant. Il faudrait augmenter de plus de 14%. Mais ça veut dire, en même temps, que le Congrès ne prend pas ses responsabilités, ou le gouvernement, et qu'on vient faire supporter aux maires pour dire à leurs administrés, ben vous savez pas, j'ai augmenté la taxe sur l'électricité. Oui, parce que l'une des Mais raisons... on va où comme ça ? L'une des raisons pour lesquelles rien n'a été fait, c'est que personne ne voulait prendre la responsabilité d'augmenter Mais le tarif de personne- l'électricité pour les Calédoniens. Quoi. Voilà. Mais quand vous entendez les débats au Congrès, et que vous entendez que tout le monde hurle contre la vie chère, à juste titre, on subit une inflation incroyable. Eh bien, là on dit, ben on va se débarrasser du bébé, hein, parce qu'il faut aller chercher des sous, donc on va baisser les redevances des communes, mais en plus on va leur permettre d'augmenter la taxe sur l'électricité, il reviendra aux maires d'augmenter la taxe sur l'électricité. Et ça fait 13 ans que ça dure. 13 ans qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Donc à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions. Moi, je veux bien qu'on soit responsable, mais il ne faut pas mettre les maires comme ça devant le fait accompli. Et c'est ça que je suis allé dire ce matin. Voilà, vous avez dit ça aux élus du Congrès. Est-ce qu'ils vous ont entendu et est-ce qu'il y a une solution alternative? Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Alors je l'ai dit avec peut-être un peu plus de force que je vous le dis aujourd'hui. Vous avez dit que j'étais... En colère? En colère. Non, je ne suis pas en colère, je suis juste un peu énervé de constater tout ça. Et comme je ne suis pas du genre à me laisser faire, donc je demande au Congrès de m'entendre et je vais dire ce que j'ai à dire. Mais voilà un certain nombre de propositions qui sont faites, mais pas que. Par exemple, les gens qui ont passé des contrats pour mettre des panneaux photovoltaïques chez eux. Quand il y a un surplus d'électricité, vous le remettez dans le réseau. Et on vous rachète 21 francs le kilowattheure ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on dit on va baisser. Les anciens contrats étaient à 21, d'autres passent à 15. Mais là, c'est fini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des contrats ont été passés et que tout ça, ça va se retourner devant le tribunal administratif. Mais les communes, elles auraient tout à fait la possibilité aussi de se retourner contre le gouvernement, vers le tribunal administratif. Et c'est ça, je leur ai dit, attention, les contentieux vont arriver. Quand on a un CE qui perçoit une taxe aussi, mais qui est là pour aider les communes, nous on en a bénéficié, mais plein d'autres communes aussi, pour dire, eh ben, écoutez, au lieu des vieilles lampes à iode sur nos lampadaires, on va passer en LED. Et donc on arrive à avoir là aussi des subventions de la part de EC. Alors là, on veut réaffecter cette taxe pour aller je ne sais où, pour aller combler Enercal. Et donc ça veut dire que là encore, eh bien, on ne va pas pouvoir avoir quelques subventions, les communes d'AEC, pour aller faire les travaux nécessaires en termes d'énergie renouvelable. Donc, et tout est à l'avenant. Et alors, je reviens à ma question. Que vous ont dit les élus du Congrès? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une ouverture? Ils vous ont entendu? Ils n'ont pas non plus intérêt à mécontenter les 33 maires de Calédonie? Ah ben non, parce que sinon, ils vont nous retrouver dans la rue bientôt, c'est ce que je leur ai dit. Hein. Avec nos écharpes, ce sera sans doute la première fois, mais à un moment donné, s'il faut un électrochoc, on va y aller. Donc, ils m'ont entendu. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc maintenant, il reste à cette commission plénière et au gouvernement de prendre les dispositions. Et j'espère que nous serons entendus de la même manière que nous avons été entendus sur les 2% des frais de gestion que voulait nous prendre le gouvernement il y a 2 mois sur le FIP fonctionnement et le FIP équipement. Là, ils sont revenus sur le texte. Hein. Ils ont modifié la loi. Voilà. Donc, quand on demande à être reçu et qu'on explique quels sont nos problèmes, et que là, il y a des maires de partout, de toute obédience politique, alors là, effectivement, on vous écoute. Et auprès du gouvernement, vous allez faire la même démarche? Il y a des maires au sein du gouvernement? Oui, mais oui, on fera exactement la même démarche. Mais vous savez, ici, ça va très vite, à la vitesse de la lumière. Ce qui a été dit au Congrès est déjà entendu par le gouvernement, j'imagine. Voilà. Parmi les secteurs dans lesquels... Mais il faut se battre tout le temps.
C'est fatigant. Ah, vous aimez ça aussi. Moi, j'aime bien la bagarre, mais enfin, je préférerais me battre sur autre chose que sur ça. Il y a le problème de l'enseignement privé aussi, on l'abordait Oui. rapidement tout à l'heure. Là, c'est fait maintenant, les communes vont devoir effectivement participer Alors, au oui. financement. Alors, pas tout de suite, puisque l'enseignement privé a fait l'objet d'un certain nombre de discussions, pas très nombreuses d'ailleurs, mais nous avons reçu le membre du gouvernement en charge du secteur à une assemblée générale de l'AFM au Mont d'Or, et elle nous avait promis qu'elle reviendrait vers nous. Finalement, ils sont allés dans la précipitation, le texte est passé, et qu'est-ce qui se passe parce que là, on va devoir payer beaucoup plus. Vous comprenez que ce sont les budgets annexes. Ce qu'on appelle les budgets annexes dans l'enseignement privé, ça veut dire qu'il va falloir payer les cantines, il va falloir payer le personnel des cantines, etc. Donc, ils devaient revenir vers nous, ils ne sont pas revenus. Là, on a demandé, là encore, à être entendu par la commission. C'est mon premier adjoint, Jean-Pierre Delrieux, qui est allé débattre. Et on leur a dit, mais vous nous aviez promis, et là, vous passez en force. Donc, alors maintenant, ah ben non, mais on va faire un comité de pilotage, là, maintenant. Oui, mais c'est parti, c'est bouclé. Alors, les provinces ont fait quoi? On dit, ben on va prendre en charge ce que doivent payer les communes pour les 3 années qui viennent. Mais dans 3 ans, il se passe quoi? Ben, on va passer à la casserole. Voilà. Mais vous comprenez, dans tout ça, c'est ça que je voulais vous dire. Dans tout ça, les communes sont responsables. Et c'est ce qui a été noté par l'AFD. Ça veut dire qu'on fait énormément d'économies sur nos fonctionnements. Tous les ans, mairie de Nouméa, mais comme beaucoup d'autres, on demande à nos services de réduire de 2%, 2%, 2%. Cette année, là, pour 2024, on va arriver dans les arbitrages budgétaires l'année prochaine. On leur a demandé de rester à l'étal de 2023 parce qu'on est arrivé à l'os, il n'y a plus de viande dessus. Donc à un moment donné, on ne peut pas altérer les services publics et donc il faut se calmer. Mais tout ça pour vous dire que il faudrait d'abord mettre sur la table, parce que les communes, elles sont responsables, elles font des efforts sur le fonctionnement parce qu'on doit obéir au ratio de l'AFD, on ne peut pas dépasser trop. Et donc, il faudrait peut-être demander à ces structures de faire des économies et mettre sur la table quand on nous reçoit en disant voilà les efforts qu'ont fait ces structures. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en soi aussi, faire des efforts. Mais ces efforts ne sont pas mis sur la table. Alors, donc c'est ça qui est gênant. Face à cette situation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est votre marge de manœuvre? On parle notamment, ça revient régulièrement, d'augmenter les recettes communales, avec notamment la création d'une fiscalité des communes. Vous y seriez favorable éventuellement? Je n'y suis pas favorable. Je n'y suis pas favorable parce que il faut faire attention aux effets pervers d'une fiscalité propre. D'abord, on doit s'interroger sur quelle fiscalité on pourrait mettre en place. Est-ce qu'on réactive une taxe sur les chiens? Bon, la mairie de Nouméa, c'était 3 millions par an. Et encore, il y a un problème parce que il faudrait revenir dessus au niveau du Congrès parce qu'elle n'était pas légale. Après, on fait quoi? On met une taxe d'habitation? Ben oui, on doit s'interroger. Et puis on met quoi encore comme taxe? Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. À la fois, ça veut dire qu'on va venir encore aggraver l'impôt pour les Calédoniens. Mais d'autre part, en termes d'effets pervers qu'il pourrait y avoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes très dépendants, les communes, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à travers le fonds intercommunal de péréquation. Donc c'est ça qui alimente en gros nos budgets. Il y a la DGF aussi qui vient de l'État. Et là, moi, je remercie l'État parce qu'elle est en progression. Mais concernant les ressources, si jamais, et je parle du FIP en particulier, si demain on laissait aux communes, d'abord on n'a pas la possibilité ici, on a un code des communes qui est différent du code des communes de la métropole, et donc changer ça, il faudrait que ça passe par l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas le pouvoir. Mais ça pourrait évoluer, notamment dans le cadre du nouveau statut qui est en discussion. Ça pourrait évoluer. Mais il faut faire attention parce que si jamais on percevait des taxes communales, c'est-à-dire qu'on mettait des taxes en plus les communes, est-ce qu'elles viendraient à un moment donné, moi je n'ai pas la réponse là-dessus, se substituer au FIP, parce qu'on pourrait très bien vous dire, mais maintenant on vous a donné la possibilité de lever des taxes, donc le FIP, il n'est plus calculé comme ça, il va être calculé de telle manière. Ça veut dire qu'on va intégrer les taxes que vous percevez et ça, on va les déduire du FIP. Donc il faut faire très attention parce que ce sont des avis qu'on donne comme ça, sans qu'on ait véritablement regardé quel impact ça peut avoir demain. Voilà. Donc moi je dis prudence là-dessus. Je fais partie de ces maires qui disent « Ouh là là,
attention. Vous avez déjà un peu de visibilité sur votre budget 2024. Est-ce que vous allez pouvoir continuer, je sens que vous en parliez, les investissements que font les communes à Nouméa, vous allez pouvoir continuer à faire un certain nombre de grands travaux d'investissement? Oui, parce que la commune de Nouméa est une commune bien gérée pour l'instant. Mais si on vient nous ponctionner comme je viens de le dire, alors là, on va commencer à avoir quelques difficultés qui vont nous empêcher de faire les investissements qu'on doit faire. Donc pour l'instant, sur le budget 2024, on arrive dans les arbitrages la semaine prochaine. On est à peu près à l'étal, mais on va continuer à faire les travaux parce qu'on est déjà engagé aussi. Vous voulez que je vous parle des travaux? Allons-y. Ah Eh oui, ben voilà. moi je crois que ça intéresse les Calédoniens quand même. J'imagine. Donc, La semaine dernière déjà, on avait fait le point sur Lansvata. C'est bon, ça avance, le calendrier. Ça roule, comme on dit. Ce sera fini. Ça va rouler très bien après. Ça va se terminer, la route de Lansvata va se terminer fin mars. Les travaux le long de la plage, je vous ai dit que c'était fin février, il me semble fin janvier, début février. Par contre, on a des gros travaux qui vont commencer pour agrandir la piste cyclable pour permettre aux Nouméens à vélo de partir de Nguéa pour arriver jusqu'au centre-ville en passant par le faubourg Blanchot. Il y a la troisième phase du réaménagement de la route du Port des Pointes parce qu'on a fait les 2 premières phases. Et donc là, il faut continuer pour arriver jusqu'au Christ. Donc ça commence très vite au mois de janvier. On a le réaménagement dans le cadre des travaux de Lansvata de la polyclinique qui seront terminés en septembre, mais il faut qu'on y aille. L'hôtel de police est désormais en fonction. Nous allons l'inaugurer d'ici 3 semaines. Dans ces nouveaux locaux. Dans ces nouveaux locaux. Et en lieu et place de la police municipale, on va faire le pôle jeunesse, c'est-à-dire la maison de la jeunesse. Donc là, ça va commencer aussi. La rue Forest à Ducos va être complètement refaite. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. La construction de notre bâtiment qui va recevoir les archives, parce qu'aujourd'hui, on a des archives qui sont, même si on numérise, on est obligé d'en conserver un certain nombre. Et aujourd'hui, elles sont disséminées un peu partout, et en particulier au sous-sol de la mairie. Donc, il faut absolument construire ce bâtiment. Il y a le réaménagement de la place Birakem qui montre des signes de faiblesse maintenant en bas du monument aux morts. Et donc voilà. En gros, le quartier latin, le quartier latin, les travaux vont aussi. se terminer, en mars, mais ils étaient indispensables. Cela, un problème d'assainissement énorme. Donc voilà. Et puis des autres gros travaux qui vont pas faire plaisir aux commerçants, mais vous savez qu'on a assaini la rue de l'Alma. Il faut faire maintenant le pendant sur la rue Jaurès. Donc ça va. J'ai rendez-vous avec le syndicat des commerçants là pour qu'on fasse une réunion et qu'on voit un peu ce qui va se passer. La circulation sera maintenue dans un sens, mais ça c'est des travaux qui vont durer 1 an. On est obligé d'y passer parce qu'on ne peut pas avoir assaini la rue de l'Alma sans faire la rue Jaurès, qui pose des problèmes d'inondation quand il y a des fortes pluies comme on a eu depuis centenaires. Malheureusement on les a et il faut qu'on fasse avec. Donc on va essayer de faire les travaux pour essayer d'éviter justement tous ces débordements quand il y a ces très fortes pluies. Voilà. Donc beaucoup de travaux encore. Quand ça se finit, on va prendre l'aspect positif. Les gens sont plutôt contents. Vous avez des retours déjà de Lansvata, des commerçants, des restaurateurs. Ils ont l'impression que ça y est, ils arrivent au bout du tunnel. Mais je les plains parce que c'est vrai que les travaux, c'est jamais très agréable. Mais je redis cette formule qui me semble usée et encore plus qu'usée, qui est quand on veut faire quelque chose, on fait une omelette, on la fait pas sans casser les œufs. Donc moi je comprends, hein, mais c'est quand même une sacrée plus-value qu'il va y avoir sur Lansvata. Et donc aujourd'hui sur la promenade, il y avait beaucoup de gens qui étaient réfractaires. Aujourd'hui, les retours que je peux avoir sont plutôt positifs. Donc voilà, ça a duré, mais le résultat sera au rendez-vous. Et ça, je l'avais dit la semaine dernière à votre micro, quand les arbres auront poussé, il faut juste un petit peu de patience parce que j'ai pas la baguette magique pour avoir des arbres qui font tout de suite 10 mètres de haut. Ça, je sais pas faire. Mais voilà. Alors on va rester au bord de la mer avec évidemment le risque requin et les filets là aussi, on en parlait. Ça y est, là, vous êtes soulagés, les choses rentrent progressivement dans l'ordre, les Nouméens peuvent se baigner à nouveau. Oui, et d'ailleurs, je vais signer une convention avec le haut-commissaire de l'État parce qu'on a réussi à avoir des fonds de l'État par 2 fois, hein, pour pouvoir mettre la barrière à la baie des Citrons.
une première subvention de 60 millions, et puis là une deuxième de 60 pour faire le nécessaire sur Château-Royal et sur Lansvata. Donc oui, heureusement que l'État est là pour nous aider, parce que nous n'aurions pas pu faire si l'État n'avait pas été là. Donc voilà, demain on va signer la convention, c'est toujours un moment symbolique, hein, mais qui est fort appréciable, voilà, parce que l'État nous aide beaucoup. Et puis il y a aussi le volet des campagnes de prélèvement des requins Oui. qui sont attaquées dans le tribunal administratif. On vous reproche un manque d'études scientifiques, des prélèvements disproportionnés et inadaptés. Alors on attend bien sûr le jugement qui devrait être rendu d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours. Mais quelle va être votre réaction le cas échéant si ces campagnes sont condamnées, si elles doivent être annulées, c'est fini, vous arrêterez de prélever des requins dans les baies de Nouméa? Eh bien, ça veut dire qu'on ne pourra plus pêcher. Alors, moi, je me base sur des études qui sont statistiques. Les études statistiques prouvent que dans le monde entier, en particulier à La Réunion, mais dans beaucoup d'autres pays, ça veut dire que partout dans le monde où on a pêché, on a constaté que les attaques diminuaient. Ici, je ne sais pas ce qui se passe, on a la tête à l'envers, mais on essaie de prouver le contraire. Concernant les études scientifiques qui sont mises en avant, il faudrait se mettre à compter les requins. Il faudrait se mettre à regarder où est la concentration de requins. Mais quand vous voyez le lagon et la mer, vous vous dites, mais comment on va faire? Tout en sachant qu'aujourd'hui, quand vous interrogez des scientifiques, vous en interrogez 10, ils ont tous un avis différent sur le sujet. Donc vous voyez, moi je suis une femme d'action, et puis ma responsabilité est celle de privilégier au maximum la sécurité des Nouméens. Donc il y a le temps des études scientifiques, et puis il y a le temps de l'action. Et le temps de l'action, il est beaucoup plus rapide, ça n'est pas le même temps que les études scientifiques. Parce que si on se met à faire des études scientifiques, moi je ne suis pas opposé à ça. Mais les résultats, si on va compter les requins dans l'eau, ça va mettre combien de temps? Donc il faut quand même être sérieux. Donc moi je suis pour la réduction du risque. J'ai vu ce qui se passait ailleurs. Moi j'ai pas la science infuse. Mais il faut regarder aussi et tirer les leçons de ce qui s'est passé un peu concernant ces attaques. Donc voilà. Après, il y en a qui jugent les choses différemment. Le tribunal, lui, jugera. Et puis on verra bien. Mais si le jury de tribunal donne raison à EPLP, alors il n'y aura plus de campagne de pêche. Voilà. Et donc les endroits où je ne peux pas ramer de plage parce que je ne peux pas le faire sur toutes les plages, alors ça sera au risque et péril. Mais le premier accident qui va arriver, alors il faudra que ceux qui ont fait ça prennent leurs responsabilités. Moi, j'aurais pris les miennes. Et on va attendre effectivement ce que décide le tribunal administratif de Nouméa. Éventuellement, vous pourrez toujours faire des recours. De toute façon, c'est des affaires qui ne vont pas être closes immédiatement, on imagine. Bah écoutez, sur le fond, d'après ce que je sais, moi je ne suis pas juriste, mais d'après ce que je sais, c'est que si le tribunal, voilà, alors on pourra toujours attaquer, on pourra toujours aller en cour de cassation, etc. Mais j'ai bien peur que ce soit fini en termes de prélèvement. Je voulais vous entendre un mot sur la politique quand même. Il y a eu beaucoup de visites ministérielles ces derniers temps. Toute l'année, il y a eu même une visite du président de la République cette année. Globalement, dans quel état d'esprit vous êtes? Comment vous sentez les choses en cette fin d'année 2023? Déjà le dégel du corps électoral, ça semble acquis. C'est quelque chose qui doit vous faire plaisir? Ben oui, c'est normal. Mais je vais vous rappeler quand même que dans l'accord de Nouméa, je suis peut-être la seule aujourd'hui à avoir voté, quelques autres. Mais enfin, avec un statut, celui de maire, je pourrais être au Congrès, etc. Mais au Congrès, il n'en reste plus beaucoup. J'ai voté contre l'accord. Pour une chose qui était très précise, c'était déjà le corps électoral qui était un corps électoral glissant sur 10 ans pourtant à l'époque. Voilà. Et déjà, on avait trouvé ça qui était... voilà. On se posait à l'époque les questions sur le financement de l'État, sur tous les transferts de compétences. Et puis, il y avait surtout cet aspect de la question sur le corps électoral. Donc, bien sûr que je suis pour. Alors, il va rester maintenant aux élus de trouver la solution. C'est quand même
une espèce de pierre d'achoppement dans les discussions, mais j'espère que celle-là va se régler. J'ai cru comprendre que ça serait 10 ans glissant, que certains, et en particulier les indépendantistes, voulaient revenir à l'accord de Nouméa en disant mais dans l'accord c'était 10 ans glissant, donc nous on est d'accord pour 10 ans glissant. Voilà. Donc je pense pas aujourd'hui qu'on ait des perspectives d'évolution sur cet aspect de la question. Sur le nickel, vous êtes Mais c'est normal. Sur le nickel, vous êtes inquiète, vous suivez un petit peu les solutions qui vont être proposées, notamment la SLN d'Oniambost à Nouméa. Oui, c'est à Nouméa. La ville s'est construite autour de l'usine, mais pas que. Et donc aujourd'hui, il faut trouver les voies et les moyens. Donc je vois qu'il y a des gens qui ont été envoyés là par Bercy, qui continuent les discussions. Il va falloir trouver une solution, parce que si on ne trouve pas une solution, si jamais ces 3 usines venaient à fermer, alors c'est la catastrophe complète pour la Nouvelle-Calédonie. Le nombre d'emplois, plus les emplois indirects, ce sont des milliers de gens qui vont se retrouver sur le carreau. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on réfléchisse, et quelle que soit la doctrine qu'on s'est mis en tête, eh bien, je crois que l'intelligence, face à la situation dramatique dans laquelle on se trouve, l'intelligence doit primer, la sagesse doit primer, pour essayer de sortir la Nouvelle-Calédonie de l'embarras dans lequel elle est aujourd'hui. Donc, moi, je compte toujours sur l'intelligence des hommes. Peut-être que ça paraît peut-être un peu utopique pour certains, mais je crois que dans ce pays, on a une certaine propension, les uns et les autres, à ne jamais trouver les bonnes solutions quand il faut, et que quand on est face au mur et qu'on n'a plus de perspective qu'à celle de trouer le mur pour essayer de passer, eh bien c'est là qu'on trouve les solutions. Donc je parie sur la sagesse, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Et il y va de la survie de la Nouvelle-Calédonie, il y va de l'avenir de nos enfants, et donc voilà, ça nécessite juste, je dirais, beaucoup de sagesse et de l'intelligence mêlée pour trouver les bonnes solutions. Un dernier mot plus souriant peut-être pour conclure, c'est la période des fêtes bien sûr. Vous avez lancé samedi la féerie de Noël. Vous saviez pas, quand la dernière fois qu'on vous a reçu, vous saviez pas à quoi ça ressemblerait. Oui, ça correspond à vos attentes, vous êtes content? J'ai vu des Noubéens. Alors moi, vous savez, mon avis ne compte pas beaucoup. Je regarde ce qui se passe, les Noubéens. J'ai fait cette inauguration samedi dernier, et j'ai vu tellement de joie, de lumière dans les yeux. Des enfants, mais aussi des grands, parce que cette fête et cette féerie de Noël, elle met tout le monde dans une espèce de pause, dans une conjoncture qui est plutôt anxiogène. Et donc cette féerie et ces gens qui déambulent tous les soirs avec des lumières dans les yeux, eh bien voilà, c'est un grand moment d'apaisement, c'est un moment de partage. Et puis c'est surtout un moment qui fait converger les gens les uns vers les autres. Toutes les ethnies, toutes les composantes sont chaque soir sur la place. Et tout le monde cohabite, sans problème. Et quand on regarde ça, alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On est tellement heureux là tous ensemble, on se parle sans défiance. Et qu'est-ce qu'on va chercher des poux dans la tête en permanence? Alors je crois que ça devrait être un peu porteur de leçons pour un certain nombre d'entre nous, pour se dire, mais finalement, le vivre ensemble, il est là tous les soirs. Alors essayons de le concrétiser pour l'avenir. Ce sera le mot de la fin. Sonia Lagarde, maire de Nouméa, merci d'accepter notre invitation ce midi. Merci à vous et joyeuses fêtes. Déjà, joyeuses fêtes, absolument. Nous aurons l'occasion d'en reparler de toute façon. Il y aura le feu d'artifice aussi au début de l'année prochaine. La fin de ce magazine Transparence, merci de l'avoir écouté. Il sera rediffusé dans son intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Il sera disponible en audio et vidéo dans un instant sur notre site internet. Excellent après-midi, votre prochain rendez-vous d'information est à 13h.